La Marseillaise. Très bonjour à toutes les personnes qui nous écoutent en ce moment. Aujourd'hui, on va parler sur les agences de presse. C'est quoi une agence de presse? Une agence de presse est une organisation qui collecte, vérifie et diffuse des informations à destination des médias, tels que les journaux, les magasins, les stations de radio et la télévision. Dans ce cas, on va parler de la AFP, l'agence France Presse, qui est l'une des plus grandes agences de presse au monde, avec un réseau de bureaux et de correspondants dans plus de 150 pays. L'AFP joue un rôle très important dans les paysages médiatiques mondiaux. Elle fournit aux médias une source d'informations fiable et indépendante, ce qui est essentiel pour le fonctionnement d'une démocratie qui permet de s'informer. Le rôle de la presse, dans ces cas, l'AFP dispose d'un vaste réseau et de correspondants à travers le monde, qui s'occupe de collecter des informations sur des événements locaux, nationaux et internationaux. Il couvre des sujets incluant la politique, l'économie, les affaires sociales, le sport, la culture, la science et la technologie. Les formats par lesquels il produit ces informations sont sous divers formats, tels que le texte, les photos, les vidéos, les infographies et l'audio. Les informations collectées par les correspondants sont vérifiées et éditées par une équipe de journalistes expérimentés avant d'être publiées. Elles vendent les informations à une large clientèle, composée de des journaux, magasins et stations de radio, de télévision, sites web, entreprises et des institutions gouvernementales. L'AFP permet de diffuser également les informations via leur propre plateforme numérique et des réseaux sociaux. Aussi, elle permet à leur clientèle d'accéder rapidement et efficacement à une grande quantité d'informations de qualité. Elles ont une réputation en matière de précision, impartialité et objectivité. Aussi, elles adhèrent aux standards journalistiques les plus élevés et soumettent les informations à un processus de vérification très rigoureux. Dans un contexte où la désinformation prolifère, les agences de presse constituent une source fiable d'informations véridiques. Aussi, l'AFP a un rôle de surveillance des médias, où elle surveille les médias du monde entier pour identifier de nouvelles histoires et tendances. Aussi, ils analysent des données. Elles exploitent des outils d'analyse des données pour mieux comprendre les besoins de leurs clients et leur proposer du contenu personnalisé. Quelques exemples concrets du travail de l'AFP sont, en 2022, l'AFP a remporté le prix Peabody pour sa couverture de la guerre en Ukraine. L'AFP a également été récompensée par le prix Pulitzer à plusieurs reprises. Les agences de presse comme l'AFP constituent un élément essentiel du système d'information mondial. Elles contribuent à garantir que le citoyen ait accès à des informations précises et fiables sur le monde qui les entoure. Et en parlant de l'AFP, l'agence française Presse, c'est l'une des 3 grandes agences de presse internationales, aux côtés de l'Associated Press, une agence américaine, et l'agence canadienne Reuters. L'information récoltée est transmise aux médias, qui peuvent être des chaînes de télévision, des sites internet, des radios ou des presses écrites. Établie aujourd'hui dans 151 pays et possédant des bureaux dans 260 villes, l'AFP compte environ 2600 collaborateurs de 100 nationalités différentes. Elle fournit quotidiennement 4000 dépêches en 6 langues différentes: le français, l'anglais, l'espagnol, l'allemand, l'arabe et le portugais. Une dépêche, c'est une information brève émanant d'une agence de presse ou d'un correspondant, transmise aux organes de presse. L'AFP a un fonctionnement très structuré, qui permet à l'information de voyager en très peu de temps. Elle a 5 sièges dans tout le monde. Un à Washington, qui s'occupe de l'Amérique du Nord, un autre à Montevideo, chargé de l'Amérique du Sud, Paris, qui s'occupe de l'Europe et de l'Afrique, Nicosie, qui se charge du Moyen-Orient, et Hong Kong, de l'Asie-Pacifique. Lorsqu'un événement se produit, par exemple un événement se produit au Venezuela, les correspondants sur place vont en informer le bureau de Montevideo, chargé de la zone Amérique du Sud. À Montevideo, ils vont transmettre l'information via un satellite aux 4 autres bureaux régionaux, qui vont à leur tour la diffuser dans leurs zones et langues respectives aux médias régionaux. L'AFP est reconnue pour la qualité de l'information transmise, comme peuvent en témoigner les prix Pulitzer, reçus en 2012 et 2014,
qui récompense son excellence en photographie et en reportage qualitatif. Même si l'AFP se démarque grâce à tous ses points positifs en tant qu'agence de presse, elle traverse en ce moment une crise financière très compliquée qui, bien qu'indépendante, pour subvenir aux dépenses qui augmentent année après année, l'AFP compte sur une subvention de l'État français, qui correspond environ à un tiers de ses revenus. Un coût qui ne fait qu'accroître parce que les salaires des journalistes et surtout des reporters augmentent à cause des risques. Ils sont aujourd'hui pris pour cible. En 2017, on compte environ 326 journalistes détenus, 65 tués et 54 ont été pris en otage. C'est un métier qui devient de plus en plus dangereux. Les agences de presse doivent maintenant fournir des mesures de sécurité à leurs journalistes, comme des gilets pare-balles, des véhicules blindés et des gardes du corps. Par manque de moyens économiques, l'AFP a donc dû procéder à des licenciements ces dernières années. Un autre problème économique existe dans le monde de l'information. Les géants du numérique comme Google ou Facebook font de l'argent grâce au contenu des journalistes via les publicités. Mais les journalistes et les agences de presse ne touchent rien. Des mesures sont en train d'être mises en place par le Parlement européen pour éviter la disparition de ce métier, si important et fondamental dans l'existence de la démocratie. On parle beaucoup depuis tout à l'heure de l'AFP, mais revenons aux origines. En 1835, l'agence Havas, ancêtre de l'AFP, est fondée par Charles-Louis Havas, un homme d'affaires, ancien copropriétaire de la Gazette de France, le premier journal de France, et aussi un ancien traducteur de journaux. Charles Havas comprend à cette époque que l'information est un moyen de faire de l'argent, et il crée la première agence de presse au niveau mondial. Quand on parle de l'AFP, c'est vraiment la première agence de presse. La devise de Havas est « Rapidement renseigné, renseigne rapidement ». C'est le premier réseau de correspondants en Europe, en reliant des villes comme Paris, Londres et Bruxelles à l'aide de pigeons voyageurs à cette époque-là. Et à ce moment-là apparaissent aussi les premiers concurrents, comme l'agence Reuters et l'agence Wolf. En 1845, Havas acquiert le télégraphe comme outil de diffusion de l'information pour réduire les délais d'attente. D'ailleurs, en 1856, elle couvre la guerre en Crimée grâce justement au télégraphe. Elle gagne petit à petit en reconnaissance et elle finit par être reconnue comme l'agence la plus complète en termes de qualité et de sujets abordés. Havas crée une branche de publicité pour générer plus de revenus. En 1859, les 4 plus grandes agences de presse à ce moment-là décident de faire une alliance et se divisent le monde pour informer de façon plus efficace et éviter de perdre ce monopole sur le marché de la presse. Le temps passe et tout va de mieux en mieux pour l'agence Havas. Elle possède une quantité de journalistes importante et intègre le téléphone au début du XXe siècle. Mais l'agence maintient un lien direct avec le gouvernement. Avec le début de la Grande Guerre en 1914, l'alliance des agences de presse est rompue à cause de la perte de neutralité de l'information. Les pays en guerre sont témoins d'une montée du nationalisme et les États ont une volonté de contrôler l'information. C'est réellement durant l'entre-deux-guerres que la publicité va prendre une place importante et le domaine de la presse n'y fait pas exception. Havas sert même d'intermédiaire entre la presse et le milieu des affaires. Peu à peu, ce lien avec le gouvernement va devenir de plus en plus fort et l'information va devenir de la propagande. En 1937, le gouvernement français contrôle totalement l'agence Havas. La guerre civile en Espagne est couverte de façon partielle. Havas ne diffuse que de la propagande franquiste et le bombardement de Guernica est complètement ignoré. En 1940, avec l'envahissement de la France par l'Allemagne, Havas est sous les mains du régime de Vichy et des Allemands. C'est cela qui marqua le point de non-retour. Et en 1944, un groupe de résistants de l'agence décide de fonder l'AFP pour que l'information redevienne libre, neutre, vérifiée et fiable. Après la Seconde Guerre mondiale, l'AFP s'est au fur et à mesure installée dans le monde entier et en 1954, elle est déjà présente dans 150 pays. En 1957, elle acquiert réellement le statut d'organisation indépendante. En 1971, elle obtient un satellite. Dans les années 90, l'AFP est entièrement numérisée et ouvre son site web. C'est ainsi en fait que l'AFP est devenue ce que l'on connaît aujourd'hui, comme une agence de presse qui n'a pour but que d'informer de façon neutre et de lutter contre la désinformation.
Et maintenant, suite à la présentation de l'AFP et son histoire, nous allons passer à une interview de Patrick Faure, journaliste qui est directeur du bureau de l'AFP en Venezuela. Au Venezuela, donc c'est un bureau qui couvre le Venezuela comme son nom l'indique, mais aussi quelques petits pays autour comme le Suriname, le Guyana, la République dominicaine, Trinidad Tobago et les trois petites îles néerlandaises, Aruba, Bonaire et Curaçao. Et puis donc en tant que directeur du bureau, je fonctionne comme un correspondant normal, un journaliste normal dans un pays, mais je dois aussi gérer les couvertures. Enfin, c'est moi qui dirige la couverture des pays autour et de ce qui se passe au Venezuela. Je décide. Enfin, c'est pas moi qui décide comme ça, mais on décide ensemble. Mais je supervise pour que la couverture du pays se passe bien et puis je relis la copie des autres et je traduis ce que font mes collègues. Et eux traduisent ce que je fais et je regarde s'ils ont bien traduit. Voilà. Et en gros, c'est ça. Ah, c'est bien, monsieur. Et une question en relation avec la Guyane et le Venezuela. Est-ce que vous avez rédigé des articles en relation à le conflit qu'il y a eu dans le Essequibo, par exemple? Ouais, c'était la grosse couverture des dernières semaines. En fait, on a commencé à suivre. Enfin, ça fait des mois que ça dure. Hein, disons depuis le mois de juin, juillet dernier, quand les Guyaniens ont commencé à lancer les appels d'offres. On a un correspondant au Guyana qui nous a avertis, donc on a fait des papiers là-dessus. Après, les Vénézuéliens ont réagi et ça relance toute l'affaire. C'est pas une affaire récente, mais après, on a suivi politiquement les déclarations des uns et des autres. Moi, j'ai essayé d'aller à la frontière de l'Essequibo, côté vénézuélien. Je suis pas arrivé parce que l'armée a pas voulu. Et après, je suis allé au Guyana, à Georgetown, au début à Georgetown pour vous interviewer les autorités là-bas. Et puis après, j'ai pris un petit avion, un bimoteur, un Cessna, et j'ai atterri en pleine brousse dans un village qui s'appelle Haro, frontière, où il y avait le drapeau qui était planté du Guyana, qui avait été planté par le président guyanien au sommet d'un tepuy. Et puis il y avait eu un peu de manipulation des Vénézuéliens qui disaient qu'ils avaient planté le drapeau, mais en fait c'était pas le même. Enfin, le travail de journalisme, c'est faire les déclarations politiques et tout ça, mais c'est aussi justement aller sur le terrain, voir les gens et interviewer les gens dans ce truc-là. Et là, c'était un peu compliqué d'y aller parce que c'est des zones un peu dangereuses avec leur paillage, il y a des gangs, des trucs comme ça, mais là on était dans un coin assez calme, donc c'était plutôt pas mal. Vous soyez complet, on l'a aussi suivi tout ce qui s'est passé après avec le bateau britannique qui est venu dans les eaux territoriales, les Vénézuéliens qui ont annoncé qu'ils avaient mobilisé à la frontière. On a réessayé d'aller sur la base qu'ils avaient près de la frontière. Ils n'ont pas voulu. On continue de suivre l'histoire au quotidien et bon, là, on a suivi les derniers développements quand ils sont fait c'est un peu détendu et quand il y a eu le meeting par exemple aux Grenadines ou quand il y a eu le meeting au Brésil. Au Brésil, on avait notre équipe de Brasilia et aux Grenadines, on l'a suivi par Zoom parce qu'ils n'ont pas voulu, c'était impossible d'y aller, mais on a essayé d'y aller. Hein, voilà. Au niveau de la rédaction d'un article, quelles sont les étapes de production d'un article de presse? Ça dépend comment on commence, mais bon, on va dire que pour un sujet chaud, du style, je sais pas moi, il y a Maduro quand il annonce la mobilisation des troupes, donc ça, ce qui se passe, c'est un truc assez simple. Malheureusement, au Venezuela, on l'apprend par la télé ou par Twitter. Et puis là, on dit, ça s'intéresse tout le monde, donc on fait une alerte. Donc pour l'AFP, c'est une ligne. Maduro annonce la mobilisation des troupes. C'est une ligne avec le texte de la phrase, les mots-clés de Maduro. Après, on fait 2 paragraphes avec qui, que, quoi, quand. Donc on explique qu'il y a une crise et la déclaration de Maduro. Et après, on va faire tout un article qui rappelle les tenants et les aboutissants, qu'il y a eu les appels d'offres, qu'il y a eu le référendum, qu'il y a eu la tension qui monte, et puis qu'il y a eu le bateau britannique qui est venu, et donc voilà, on en arrive là.
Et ça, c'est assez simple parce que mais c'est pas forcément très intéressant parce que c'est très mécanique et ça se fait au bureau sans sans. Après, on va appeler des experts qui vont donner leur avis sur est-ce qu'il doit y avoir une guerre, pas une guerre. On va demander le correspondant au Guyana d'avoir la réaction du Guyana. Donc on intègre tout ça et puis à la fin on a un gros papier. Bon, ceci dit, c'est pas très intéressant parce que je te dis ça se fait au bureau, ça se fait sans avec au téléphone et avec au Twitter et donc c'est pas très intéressant. Maintenant il y a d'autres cas, par exemple pour le cas où je suis allé sur le terrain, là on se dit bon, il faudrait qu'on fasse un papier sur la frontière, comment vivent les gars là-bas, est-ce que les Guyanais sont pour ou contre, ils veulent être vénézuéliens, pas vénézuéliens, comment ils se sentent. Donc là, on se dit, bon, il faut aller là-bas. Donc il faut organiser le voyage. Donc déjà, c'est un coût. Donc pour le coup, là, ça intéressait tout le monde. Donc là, j'avais un peu le feu vert de ma direction. Donc on est allé là-bas. Quand tu es là-bas, tu te dis, il faut que je raconte l'histoire de l'Essequibo. Donc tu discutes avec des chefs de village, tu discutes avec des gens qui habitent, tu leur demandes leur avis. Tu t'essayes de pas avoir seulement les chefs du village pour pas avoir que la vie officielle, et puis t'essayes de parler avec des gens en dehors de la supervision de gens qui te contrôlent, quoi. Et là c'est un des articles, et puis un autre article, on est descendu à la frontière, pareil, on a dû se montrer patte blanche aux policiers, tout ça, et après on a dû un peu s'éloigner d'eux pour que les gens puissent parler librement, mais et on a vu qu'il y avait beaucoup plus de Vénézuéliens qui vivaient là dans ce village-là, hein, que du Guyanien, mais il y avait aussi des problèmes de sécurité, des problèmes d'argent, enfin surtout qu'avec la crise, le business marchait plus. Donc voilà, donc tu racontes. L'idée, c'est de raconter ce que les gens te racontent. Donc, tu interviews un maximum de gens, tu les enregistres, tu les filmes. Et après, quand tu reviens le soir, tu organises tout et tu écris l'article pour montrer comment les gens vivent ou comment ça se passe, quoi. Et là, moi, je te raconte mon travail à moi, mais moi, maintenant, avec la vidéo, on travaille tout le temps avec la vidéo. Et donc là, par exemple, dans les Essequibo, j'étais avec un jeune journaliste panaméen, parce qu'on voulait pas y aller avec un Vénézuélien pour pas avoir de problème, et qui était très, très bon en vidéo. Mais tu vois, voilà, c'est moi qui fais l'interview en télé, c'est moi qui lui dis, on va monter comme ci, on va mettre cette image-là avant, on va mettre cette interview-là parce que c'est intéressant. Enfin, voilà, on fait les deux, on fait à la fois la vidéo et le texte. Voilà. Okay. Il y a une post-production de l'élément final qui va être remise pour le public, non? Ouais, en fait, on travaille beaucoup et après sur le moment et le soir, on est retourné au village et on travaille là, c'était assez spectaculaire parce qu'on n'avait pas tu vois, il n'y a pas d'électricité dans le village, donc on a travaillé avec les lampes frontales, avec les batteries des ordinateurs, avec les comme ça. On a fait moi j'ai écrit mon papier, il a fait son pré-montage. Après je lui ai dit on prend ci, on prend ça, on l'organise, ouais c'est bien. Et quand c'était tout prêt, on a demandé aux gars du village d'allumer leur petit groupe électrogène. On leur a donné un peu d'argent pour qu'ils payent l'essence, que c'était hors de prix l'essence là-bas. Et grâce à ça, on a pu finir de truc et on a envoyé par internet parce qu'ils avaient un petit wifi aussi là-bas. On a envoyé par internet le résultat pour que tout le monde l'ait tout de suite, quoi. Enfin, c'est dans l'immédiat. L'AFP, les journaux ou certains magazines, ils peuvent avoir des délais plus longs, mais nous, on essaye de produire pour le jour même, même pour l'instant même, qu'il n'y ait pas de délai de diffusion. Enfin, on produit, et il faut quand même le délai de travailler et de produire, mais de produire le plus vite rapidement pour diffuser le plus vite rapidement. Enfin, c'est un métier en fait qui évolue, c'est intéressant. Bon, moi je trouve qu'il a évolué dans la technique ou je trouve qu'il évolue pas dans l'éthique ou dans le sens profond. Par exemple, ce que tu dis, c'est juste avec les réseaux sociaux, il y a plein l'information va beaucoup plus vite. Et par exemple, il y a 50 ans, quand un avion se scratchait,
Ça mettait 5 ou 6 heures à ce qu'on le sache. Il y avait quelqu'un nous, on l'aurait peut-être appris, je donne un exemple, hein, j'invente, hein, on l'aurait peut-être appris par des autorités aéroportuaires, on aurait envoyé une équipe sur place et puis on aurait donné un coup de téléphone sur place pour envoyer la dépêche sur les fils téléphoniques et puis après ça deviendrait une info. Aujourd'hui, l'avion se crache dans les 30 secondes, il y a un témoin qui a déjà envoyé les images du crash, il y a le truc fêtage d'huile et en quelques secondes, il y a tout le monde qui est au courant de ce qui se passe. Par contre, ce qui a beaucoup changé, c'est qu'il y a aussi beaucoup de fake news et beaucoup de gens qui racontent beaucoup de bêtises. C'est-à-dire que même quand il y a une part de vrai, il y a aussi une part de faux et donc le métier de journaliste, ça reste quand même de avoir soi-même l'information et d'avoir après et de la vérifier et de la diffuser quand elle est bonne. Et ça, je pense que aujourd'hui, on fait beaucoup plus de vérification parce qu'on a beaucoup moins d'infos en première main tout de suite. Mais sur un crash d'avion, on va essayer de vérifier par téléphone que tout le monde ne raconte pas de bêtises, mais on va quand même envoyer une équipe sur place pour raconter ce qui se passe et tout ça. Et en général, on essaie systématiquement d'aller sur le terrain. Parce que c'est comme ça qu'on a les vraies infos et c'est pas par téléphone ou par Twitter. Et deux, parce que c'est là aussi où on se rend compte mieux de la réalité, quoi. Et donc il y a beaucoup de gens qui disent qu'il y aura pas de journalistes dans X temps. Il y en aura probablement beaucoup moins, mais il faudra aller de nouveau beaucoup sur le terrain et arrêter juste de faire de la mise en forme, ce qu'on fait beaucoup malheureusement dans beaucoup de rédactions où ils se déplacent pas et ils rassemblent les infos par internet et ils font de la mise en forme. Je pense qu'avec les nouvelles intelligences artificielles et tout ça c'est des métiers qui risquent de disparaître alors que ceux de journalisme de terrain, de vraiment aller sur place, ça je pense que avant qu'on ait des intelligences artificielles qui puissent le faire, il faudra attendre un peu plus longtemps, je pense. Pour vous, vous pouvez avoir une neutralité dans la vie des journalistes pour ne pas se priver de parler sur C'est avec les autorités, ouais. Non, mais en fait, il y a des journalistes honnêtes, il y a des journalistes malhonnêtes, il y a des journalistes qui travaillent pour des médias qui ont une opinion. Il y a un peu de tout. Nous à l'AFP, on est complètement indépendant et donc on raconte ce qu'on voit et on voit ce qu'on raconte. Ce que je dis toujours, j'invente rien et je raconte tout, je cache rien. Enfin, par contre, ça nous vaut des fois des problèmes avec les autorités. Des fois, ça donne lieu à des bras de fer ou à des menaces. Ou par exemple au Venezuela, je sais pas si vous regardez la télé, vous voyez bien que Maduro régulièrement il critique l'AFP, il parle de la presse impérialiste, il parle de l'AFP, il parle de AP et récemment là il a traité les Allemands de nazis. Enfin bon, il y a cette dimension là. Par contre nous à la fois on ne censure pas Maduro, on raconte ce qu'il dit, mais par contre on peut raconter que le régime est corrompu et on peut raconter que je sais pas moi qu'il y a des problèmes de pauvreté, on peut critiquer ce qui se passe, quoi. Mais on essaye toujours l'AFP, on essaye de le faire de manière objective et on donne toujours la parole aux autorités locales quand on critique. Par exemple, si on parle de corruption, on va leur dire, on va leur permettre de répondre. Et pareil, quand eux ils disent que tout va bien dans le pays, évidemment, on se contente pas de dire que ce qu'ils ont dit c'est bien et on n'expose pas. Nous, on va exposer juste en dessous que il y a quand même 7 millions de personnes qui ont fui, qu'il y a 80% de pauvreté en ce moment et que c'est l'image qui donne du pays, parce que seulement celle qui est réelle. Donc ça c'est assez simple intellectuellement. C'est plus compliqué dans des pays comme en France où on est souvent accusé d'être aux ordres pas du gouvernement, mais disons de la bien-pensance. Et il y a plein de gens, des complotistes ou des gens, je sais pas, par exemple sur le vaccin, pendant la pandémie, il y a plein de gens qui étaient contre le vaccin et qui disent que même si on n'a pas écrit qu'il fallait se vacciner ou que on ne prend pas parti, qui vont dire qu'on véhicule quand même beaucoup plus le message de l'État ou des autorités
que ceux des anti-vaccins. Et on peut nous critiquer là-dessus aussi. C'est vrai que il y a quand même peut-être comment je dirais, mainstream. On sera plutôt dans ce qui se rapporte le plus. Mais par contre, on a toujours donné l'avis des gens qui étaient anti-vac, et on a toujours donné l'avis, enfin, comme dans la vie politique, on donne l'avis du pouvoir comme des extrêmes, comme de l'opposition, comme de tout le monde. Mais c'est vrai qu'on est souvent accusé maintenant d'être au service des autorités ou de groupes de pression ou de groupes d'intérêt, alors que on essaye de pas le faire, quoi. Enfin, moi personnellement, je me considère complètement indépendant. On m'a jamais censuré une dépêche, et enfin on m'a déjà coupé des dépêches parce qu'elle était trop longue, mais on m'a jamais dit tu veux pas écrire ça parce que ça va heurter Monsieur Macron, ça va heurter Monsieur Maduro, que ça rentre pas dans la ligne. Nous on essaie de faire des choses neutres. Alors on peut pas être 100% neutre, mais on peut être 100% honnête. Et ça on l'est. Et maintenant, une autre question au niveau des sujets de rédaction. Enfin, comment se fait le choix au moment d'écrire un article ou de faire un reportage? Quels sont les critères employés Pour te donner un exemple, j'ai un pote qui bosse pour un revue de kitesurfing. Donc lui, il fait des articles sur le kitesurfing. Je dis ça pour rigoler, mais ça montre un peu, selon pour qui tu bosses, tu choisis tes sujets. Et un mec qui fait du kitesurfing, il va être intéressé par les plages de kitesurf, où on peut faire kitesurfer, le matériel sur le kitesurf et des gens connus qui font du kitesurf ou des trucs comme ça. Bon, je dis ça pour te dire, c'est selon le média, et c'est pas toujours la même chose. Maintenant, pour l'AFP, nous, par exemple, au Venezuela, on fait tout ce qui peut intéresser sur le Venezuela à l'étranger. Donc, on travaille pas pour les médias vénézuéliens, même si les médias vénézuéliens nous reprennent souvent, parce qu'on est plus objectif et que des fois on fait des reportages parce qu'on a plus de moyens. On peut aller au milieu de la brousse ou dans des coins où ils n'ont pas pensé à y aller, ou ils ne peuvent pas y aller par leurs propres moyens. Et donc, on va pas couvrir un accident de bagnole qui a fait 10 morts, parce que il y a des accidents de bagnole qui font 10 morts, il y en a partout dans le monde tous les jours. Donc ça intéresse pas. Par contre, ce qui intéresse du Venezuela, bon, c'est la situation politique, parce que le Venezuela est un pays important au niveau de la géopolitique, parce qu'il est dans le camp un peu russe, ou avec Chavez, il est passé un peu, il est devenu socialiste, et donc ça donne une dimension politique qu'il avait peut-être pas avant. Deux, parce que il y a la situation internationale qui fait qu'on s'intéresse au Venezuela à cause de l'axe avec Poutine, et puis l'embargo avec les Américains et tout ça. Donc ça intéresse beaucoup politiquement. Donc ça on le couvre beaucoup. Donc tout ce qui a trait à ça, on peut intéresser. Donc on fait des dépêches quand Maduro, quand Padrino, quand Delcy réagit, et quand l'opposition s'organise quand Maria Corina est inéligible et tout ça, on va suivre cette situation-là, quoi. Alors on suit pas la situation politique, par exemple, du Guyana ou du Suriname, parce que tout le monde s'en fout et que ça intéresse pas grand monde. Donc on va peut-être donner l'élection présidentielle, le résultat, ou faire 2-3 papiers juste avant, mais on suit pas au jour le jour. Et ce qui intéresse aussi au Venezuela, donc tout ce qui en découle, c'est là il y a l'immigration qui est un sujet mondial, et c'est un pays dont des millions de gens partent pour aller dans des pays. Donc tout ce qui est trait à l'immigration, on va couvrir. C'est un pays où il y a des millions d'hectares de forêts, et c'est l'écologie dans le monde, le réchauffement planétaire et tout ça. C'est des sujets, la protection de la nature, donc tout ce qui est orpaillage, tout ce qui est nature, on va couvrir. Et il y a un côté criminalité avec les gangs qu'il y a au Venezuela, comme dans beaucoup de pays d'Amérique latine, mais ça intéresse aussi parce que c'est des phénomènes de société, donc on va couvrir aussi. Et donc on couvre tous ces sujets-là, mais globalement on peut aussi couvrir. Moi j'ai fait un papier sur Vigas, ou sur l'architecture, comment ça s'appelle, des années 50, parce que on peut trouver que c'est intéressant pour des revues d'avoir des papiers sur
peu magazines qui sont pas dans l'actu mais qui peuvent être intéressants. Donc il y a un cahier des charges obligatoire qui est la politique et ces choses-là, et après on fait un peu ce qu'on trouve intéressant qui va intéresser en dehors. Par exemple, on a fait un papier sur les arepas l'année dernière qui s'exportait un peu partout. On a demandé aux bureaux de Tokyo, de Paris et de New York d'aller interviewer des Vénézuéliens qui vendaient des arepas, et on a fait l'immigration et gluten free fait que l'arepa est devenu un phénomène de société dans le monde, quoi. Donc il y a des choses qui sont pas ni politiques ni écologiques, qui sont juste des petits phénomènes comme ça un peu marrants, quoi. Donc il faut essayer de trouver aussi des sujets qui peuvent être drôles ou intéressants. En relation avec la diffusion des informations, par exemple d'ici vers Tokyo, comment marche cet échange d'informations, traduction, diffusion de toutes les informations de chaque région pour être diffusées mondialement? Reuters ou AP, qui sont les deux autres grandes agences mondiales, font comme nous. Et par exemple, le correspondant d'El País, lui, il va écrire des choses aussi à peu près comme nous, toi, ou plus orienté Espagne. C'est-à-dire que s'il trouve je sais pas moi, un menuisier espagnol qui travaille machin, il peut faire un article sur le gars. Donc ça dépend c'est pour ça que je rigolais un peu avec le kitesurf, mais ça dépend aussi quel est ton média. Alors les grandes agences mondiales comme AP, Reuters ou nous, c'est les trois grandes. Nous on choisit un peu comme je t'expliquais. Si tu veux une organisation de l'AFP, on fonctionne en gros. Il y a le monde, et après il y a c'est divisé par continent. Donc on a une direction à Amérique latine qui est à Montevideo, avec des bureaux, des sièges, enfin des bureaux comme Caracas à Rio, à Montevideo parce que c'est le siège, à Buenos Aires, alors où est-ce qu'il y en a un? Il y en a un autre il y a Bogota, et il y a nous, il y a Panama, et puis il y a le Chili, il y a Santiago. Et après on a aussi des gens à Brasilia, et pas seulement à Rio, et on a des gens à Sao Paulo, et évidemment là-dedans, j'ai pas cité la Bolivie, le Pérou ou l'Équateur où il y a pas de bureau, mais il y a des journalistes qui travaillent pour nous, et donc eux ils appellent quand il se passe quelque chose, ils appellent, et quand par exemple pour la crise en Équateur là, ils ont couvert, et puis ils ont envoyé des gens de Bogota à Quito et à Guayaquil. Mais donc on décide après, c'est régional, et l'info elle est diffusée ailleurs. Et après on a une direction Amérique du Nord avec des bureaux aussi partout, aux États-Unis. On a une direction Europe, une direction Afrique, une direction Moyen-Orient et une direction Asie, quoi. Qui fonctionne. Alors, il y a des pays qui ont des bureaux, des pays qui n'en ont pas, mais en gros il y a un réseau qui fait qu'on a accès aux 203 pays du monde. Il y a pas de zone d'ombre. Alors des fois il peut y avoir des problèmes de couverture en Corée du Nord ou dans certains pays où on n'a pas accès, mais de manière, en Érythrée par exemple, c'était très compliqué d'entrer en Afrique, en Érythrée, et on n'a pas de bureau là-bas, et donc quand il se passe quelque chose, on a souvent des problèmes, mais on essaie, on est au courant qu'il y a ces zones d'ombre, et on essaie de les contourner de la manière qu'on puisse le faire, mais des fois ça ne peut pas gâcher 10 millions de dollars pour faire un papier, donc il y a un côté où le coût aussi rentre en jeu. Comment vous pouvez séparer votre vie professionnelle comme journaliste et votre vie personnelle au-delà de cette vie de journaliste? C'est vrai que je suis pas le bon exemple vu que j'ai divorcé, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué. Par exemple, moi quand j'étais plus jeune, j'habitais à Libreville au Gabon, j'étais le directeur du bureau, et j'allais beaucoup en Centrafrique pour la guerre en Centrafrique. J'y passais plus de temps qu'à la maison. À la fin, ça m'a coûté un peu ma vie personnelle, mais bon, c'est pas non plus que le métier le boulot qui a
qui a torpillé ça. C'est aussi la vie personnelle qui fait que ça aide pas forcément. Mais après, quand tu fais ce travail, il faut savoir que c'est pas de 8h30 à midi et de 14h à 16h. C'est un métier où si tu l'aimes, si tu as envie de le faire, il faut être prêt à travailler des fois en pleine nuit, à ne pas aller au repas avec tes amis ou à le quitter le repas avec tes amis parce que il y a une urgence qui se passe et ne pas voir ta famille pendant un mois quand il faut aller quelque part. Donc ça, il faut le prendre en compte. Et c'est le côté excitant du métier parce que si tu peux aussi rester au desk et avoir des horaires réguliers et tout ça, mais ça va être moins intéressant. Tu vas pas faire les choses qui sont intéressantes. Mais par exemple, moi, quand j'allais les questions qu'on m'a posées, c'est quand j'allais en Irak ou quand j'allais en Ukraine, est-ce que j'avais pas peur de mourir? Est-ce que j'avais pas peur pour ma famille? Ici, évidemment, mais il faut aller, on n'y va pas déjà en pensant qu'on doit mourir. Mais deux, je pense qu'il faut aussi se réaliser personnellement pour être heureux dans sa vie personnelle. Et ça, je pense que ça passe par aussi faire des choses qui sont passionnantes dans le métier. Je pense qu'un joueur de foot, il a envie, attends, parce qu'il claque, là. Un joueur de foot, il a envie de jouer le plus de matchs possible et d'aller à la Coupe du Monde. Le journaliste, il a envie de faire son métier, d'aller sur des guerres, d'aller sur des terrains intéressants quand il le fait, je pense qu'il est mieux dans sa vie, dans sa tête, et donc il est mieux dans sa vie de famille aussi. Pardon, ça a coupé, mais est-ce que mettre sa vie en danger lorsqu'on est un journaliste, c'est quelque chose d'assez récurrent? Bah, je dirais que, enfin, pas forcément, je dirais que non. Pour la grande majorité des journalistes, par exemple ceux qui vivent en France et qui travaillent en France, ils mettent presque jamais leur vie en danger. Alors par contre, des fois il y a des manifestations qui sont un peu violentes, qui sont un peu dangereuses, et puis des fois on peut les envoyer à l'étranger. Mais et je dirais que, et par exemple, je vais donner deux cas. C'est récurrent. Par exemple, un journaliste mexicain qui vit au Mexique, qui travaille pas du tout pour l'AFP, il est en danger permanent. Un journaliste russe en Russie qui raconte tout ce qu'il voit, il est en danger permanent. Et il y a plein de journalistes africains qui vivent dans des pays où ils sont dans des dictatures où on tue des journalistes régulièrement, et ils le font de manière courageuse tous les jours, alors qu'on peut s'en prendre à leur famille et tout ça. Mais ça, je vous conseille d'aller voir un peu les rapports de Reporters sans frontières. Et les plus courageux, c'est souvent les journalistes du pays qui travaillent pour leur pays. Après, des gens comme moi, de temps en temps, on va prendre on va aller sur des terrains de guerre, on va aller pendant 6 mois à Bagdad, ou aller en Ukraine pendant 1 mois, ou couvrir la guerre en Centrafrique, ou aller dans des zones un peu dangereuses du Venezuela, mais ça, c'est beaucoup moins. Ça arrive d'avoir des peurs ou de mettre sa vie en danger entre guillemets, mais à chaque fois on essaye de le faire de manière rationnelle, avec le moins de risques possible. Mais je trouve que c'est surtout moi les vrais courageux. C'est les journalistes dans des pays où il y a des dictatures, où il y a des gangs qui sévissent, et de raconter ce qu'ils racontent. Et eux, contrairement à moi, ils ont pas de porte de sortie. C'est pas du style j'y vais 1 mois et puis après je rentre chez moi et je suis bien. Ils sont là 365 jours par an à faire leur métier et à en subir les conséquences. Mais quel a été l'événement ou les événements les plus importants que vous avez dû couvrir en tant que reporter? Il y en a plein, mais moi j'ai couvert pendant, je sais pas, en 2000, ce que j'aime bien moi, c'est la période que j'ai couvert, la Centrafrique par exemple. J'ai couvert sur 5 ans. J'ai vu tout le processus du pourrissement de la situation, de la naissance de la rébellion. Je suis allé voir les rebelles avant quand ils étaient encore à leur début. Je voyais le côté
du régime de Bozizé, enfin du président de l'époque. Après, j'étais de nouveau avec les rebelles. J'étais là quand ils ont pris Bangui. J'ai vu prendre le pouvoir, et après, j'ai vu faire n'importe quoi au pouvoir. J'ai vu naître la rébellion contre eux, et la rébellion après les virer, et puis le régime, un autre régime prendre avec Touadéra prendre le pouvoir. Et donc ça a été une expérience sur 4 ou 5 années super intéressante, beaucoup. Mais après, c'est vrai que j'ai fait l'Irak, j'ai fait l'Ukraine, j'ai fait un peu de guerre civile, de mutinerie en Côte d'Ivoire. Il y a des trucs où je garde des souvenirs où c'était vraiment excitant journalistiquement, et c'était l'actualité forte sur le moment. Mais il y en a, ouais, si j'en gardais qu'une, ce serait plutôt toute la construction de ce qui s'est passé en Centrafrique. Ok. Une question, monsieur. Comment vous arrivez au Venezuela? Est-ce que vous postulez? Est-ce que vous êtes assigné? Ou c'est une sélection? Ou comment? En fait, l'AFP, il y a un genre de carte mondiale, enfin de poste qui s'affiche 1 an ou 2 ans à l'avance, et tu postules au job, et après l'AFP décide qu'ils envoient, quoi. Donc c'est uniquement sur la base du volontariat. Donc tu peux pas être envoyé quelque part où tu veux pas. Et après, si tu veux un job, il faut demander à l'avoir. Mais par exemple, sur le cas du Venezuela, là, moi j'ai postulé il y a 3 ans, ou il y a 4 ans là maintenant. Je suis arrivé il y a 3 ans, et à ce moment-là, il y a personne qui voulait y aller, donc c'était assez facile. J'ai triomphé sans gloire. Voilà. Comment vous êtes devenu journaliste? Quelles études vous avez fait pour rentrer en l'AFP, et quelle spécialisation dans les écoles? Comment vous êtes devenu journaliste? Alors, ça a beaucoup changé depuis, hein, mais par exemple à mon époque, il y avait que 5 écoles qui étaient reconnues par la profession de journalisme en France, et donc il fallait faire une licence de ce que tu voulais, et après tu passais les concours. Donc moi j'ai fait une licence d'histoire, et après j'ai passé les concours, et j'ai eu l'école de Strasbourg, hein, une des 5, et après c'était assez facile, parce que une fois que tu avais fait l'école, et comme il y avait que 5 écoles à l'époque, j'ai trouvé du travail dans un journal à Paris, à La Croix. Après, il y a eu un plan social. Je suis allé 4 ou 5 ans en Alsace, et après j'ai eu l'opportunité d'aller à Madrid pour l'AFP, et depuis j'ai pu quitter l'AFP. Mais c'est une époque, je pense, qui est un peu révolue. Parce qu'il y a des boulots salariés de journalistes, il y en a de moins en moins. Malheureusement réduit, et ils sont de plus en plus où il faut faire une multitâche, il faut à la fois faire vidéo, texte, radio en même temps, internet. Et aujourd'hui, il y a des dizaines et des dizaines d'écoles qui sont reconnues, donc ils ont ouvert la formation à plus de gens. Mais on peut le faire juste après le bac, dans des Sciences Po, à la fac, partout. Mais par contre, on forme des milliers et des milliers de journalistes, dont la plupart n'auront pas de boulot, quoi. Donc c'est plus compliqué, je trouve, maintenant pour les jeunes. C'est plus facile d'avoir accès à la formation, mais c'est beaucoup plus dur d'avoir un job derrière. D'accord. Oui, parce que c'est très intéressant savoir tout le processus que doit faire quelqu'un pour arriver dans un poste très important comme l'AFP, ou être directeur de l'AFP. Miguel? Ouais, il y a 2 choses. Moi je dis toujours, il y a plein de bons journalistes qui n'ont jamais fait d'école, et il y a plein de gars qui ont fait des écoles qui sont pas des bons journalistes. Donc je pense qu'avant tout, il y a ce que tu as envie il y a la personne, ce qu'elle fait, ou comment elle réagit. Et donc c'est avant tout un état d'esprit. Alors après, l'état d'esprit, c'est d'avoir toujours un esprit critique, toujours essayer de voir ce qui se passe, de comprendre pourquoi les gens font ça, de pas croire tout au premier degré. Et après, il y a une rigueur aussi dans l'esprit à respecter ce que les gens disent, à prendre note de ce qu'ils disent, et pas de
de toi écrire ce que toi tu as envie de ce qu'ils disent, quoi. Mais après il y a des compétences qu'il faut avoir. Il faut savoir bien écrire, il faut parler plusieurs langues, il faut maintenant savoir manier un peu une caméra, faire un montage, tu vois. Et ça pour arriver à avoir un boulot. Et après quand t'es bon, tu peux progresser dans les sociétés, quoi. Là, je dois filer vite, mais si je vous envoie les deux, trois vidéos et les dépêches sur les Sekibo et tout ça, je peux vous l'envoyer dans les jours qui viennent. Oui. On pourra le mettre dans notre travail. Et je regarderai une vidéo de présentation de l'AFP ou un truc comme ça. Ok, Comme ça, si vous pour l'intégrer au podcast ou je sais pas quoi, où est-ce que vous voulez faire. Everything get conejo también. Tratamos de ahora yo por mi parte no. Guyana. This is Guyana. Why is it Guyana? It belongs to Guyana. What you were? I was terrified. I was afraid that my place or this area would be taken because it is in Essequibo zone. So I feel afraid and I feel so terrible about it. Soldiers came with boat and some came through helicopter. Yes, they flied on their shore but not on the shore. Yes. Border, when we saw boats full of soldiers coming out from Venezuela through Wenamo River, which is the border between Guyana and Venezuela, we felt so much threatened because we never see such amount of soldiers, traversing that river. All the Venezuelans come in. We have at the moment here, we have approximately like 100 Spanish men. And everybody's saying we don't want to go back to Venezuela because... Yes, there are a lot of Venezuelans here in Arau, in the mines, and me as the health worker, I have been looking into them, sending them out, referring them to Georgetown Hospital.
No, never, never. I would never like to be under Venezuela. Not, no, 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 no. De verdad, porque hay mucha gente que dice que aquí That's on my point of view, no? I don't, which I would like peace. Lot of business now turned to crop. Airstrip. at yesterday Yeah. because the airplane's leaving at 11. Departure time 11. About 30 miles, right? After 50 miles. Well, I don't mind. I am not a politician or a politics. If it's Venezuela or Guyana, it's not my problem. Because through the government, I don't get free food, free nothing. I still have to buy from Venezuela. I still have to buy from Guyana. So if it's controlled by Guyana or by Venezuela, I still have to maintain my family, work and maintain. No entra comida, pues. Aquí todo entra, el combustible, la comida, las medicinas, todo, la ropa, todo entra por el río o por la pica. Si cierran eso, nos están... A todo el que vive aquí, indiferentemente de que sea guyanés, venezolano, brasilero. At the end of the day, we want a good relationship with our neighbor. We don't want a war. We come for the war. You see, the idea with this party is mining. Everything depends on mining around here. If you don't have fuel, you cannot mine. So everything closed down. Algo así, sí. Es como que dice el centro de compra, o se aspiraba. Lo que pasa es que la mina ha mermado bastante y a raíz de la crisis de Venezuela también se ha trasladado acá porque se aumentan los precios allá y aquí la mina merma, entonces se ve la necesidad aquí pues también, ¿entiendes? Hay indígenas y brasileños, obvio, la etnia aquí que es guyanés, ¿qué más? Gente de diferentes partes. Pues. Y viven juntos. Bien, convivimos todos bien. Merci en tout cas. Je pense qu'on est à court de questions. Vous avez réussi à répondre à tout ce qu'on avait prévu pour vous. En tout cas, merci monsieur. C'était un plaisir de vous avoir ici, de pouvoir partager avec vous nos inquiétudes concernant le métier. Je vous remercie beaucoup monsieur pour cette opportunité de parler avec vous et échanger des idées et des connaissances monsieur. Ouais. Bah écoute, moi je suis de retour
à Caracas le 24 ou le 25, mais si vous voulez prendre un café un jour, pourquoi vous pas. m'appelez ou... ok. Bon, on aurait justement adoré faire cette interview de façon présentielle, enfin pouvoir être face à face et poser les questions, mais bon, ça va pas pu se donner, c'est pas grave, peut-être pour une autre fois, si on a un autre travail à remettre concernant le journalisme ou l'information. N'hésitez pas. Je sais pas si vous avez des questions maintenant, vous. Trois. Qui est Miguel et qui est l'autre? Ernest. Miguel Bolivar et Ernest Ernest Carrero. Carrero.